bonsoir et coucou Aphrodite, je suis trop contente que tu sois là et ainsi que les autres également, alors en live, peut-être d'autres vont arriver après ou en différé. Bonsoir Coronix et à l'heure et tout, mais trop sympa, merci d'être là encore une fois. Ça y est, week-end, j'espère pour tout le monde, je l'espère. Hello Nicoco Multigaming, coucou, merci d'être là. Et ben je vais commencer un live centré autour de la culture, mais détendu, hein, tranquillou. Pour tes beaux yeux, je serai là, mais je prends tous tes compliments, Caronix, c'est tellement gentil à chaque fois. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que certains sont en week-end là pour vous poser, pour tes oreilles, peut-être aussi. Mais vous ne les voyez pas, vous ne les voyez jamais. Ça se trouve, j'ai des oreilles dégueu et vous ne les voyez pas, hein, c'est ça. Et là, tout le mythe, voilà, s'effondre, c'est sûr. Alors, soyons sérieux un petit coup. Du coup, je vais parler culture, mais comme vous le savez, pour les habitués, c'est détendu, c'est pas prise de tête. Hein. Juste en blanc, c'est rempli de mythes. Mais oui, mais je vais garder mon jardin secret quand même. Je vais pas tout vous révéler non plus. Hein. C'est pas abusé, faut pas exagérer. Hein. Oui, petit programme du jour, puisque dans cette émission, on parle culture et non pas que d'oreilles ou de yeux. Je vais vous parler de plusieurs choses, puisque comme vous le savez, je fais une petite revue de presse, et ensuite, on se balade dans une revue pour ados, et en général, je fais un conseil culturel, je prodigue un conseil culturel. C'est très miteux. Ah oui, Caronix, le roi de la vanne, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, je laisse défiler. Parfois, j'arrive même plus à suivre. Mais tout va bien. Mais mon conseil culturel ne se fera pas ce soir. J'essaierai de le faire en vidéo sous forme de vidéo YouTube. Et j'espère pouvoir la diffuser dimanche. Donc, voilà. Je vous en reparlerai plus tard. Au programme de ce soir et de ma revue de presse, plusieurs choses. Ben oui. Hey, bonsoir, c'est Swanette. Merci d'être là. On va parler déjà des 40 ans de l'abolition de la peine de mort. On part d'un sujet sérieux, hein. Mais on va l'aborder brièvement, mais c'est quand même important de le signaler, parce que ça fait 40 ans que la peine de mort a été abolie par Robert Badinter notamment. Et c'est l'actu, c'est un petit journal pour les ados, mais très 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 court, qui revient sur cet événement. Et puis on va écouter quelques secondes du fameux discours de Robert Badinter, parce que voilà, c'était un discours qui est quand même emblématique et qu'il faut connaître quelque peu. On parlera aussi, encore une fois, du 11 septembre, vous savez, c'est demain, donc on va beaucoup en parler dans les revues, dans les journaux, à la télé. Ça va être en boucle sur les chaînes d'infos en continu. Oui, parce que ça fait 20 ans déjà qu'ont eu lieu les attentats du 11 septembre 2001 à New York aux États-Unis. Et je vous en ai parlé hier. On a peu compris ce qu'il en était, notamment pour les plus jeunes qui n'étaient pas là en 2001, qui n'étaient pas encore nés. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir les livres qui ont évoqué cet événement, donc les romans surtout, voilà, les fictions. Il y en a quelques-uns, pas tous réussis, mais c'est le Figaro qui nous offre un petit panorama de ces livres-là, et j'en ai lu quelques-uns. Donc ça tombe bien, je pourrais vous en parler. On parlera aussi de Souleymane Sissoko, qui est un boxeur français que peut-être vous connaissez, qui dispute ce soir un match à Roland-Garros. Oui, à Roland-Garros, c'est pas que dédié au tennis, hein, non, on peut aussi voir des matchs de boxe. Un boxeur, oui, mais alors qui défie tous les clichés des boxeurs un peu voyous, etc., ou un peu casse-cou. Non, un peu écorché. C'est presque un élève modèle, c'est presque le boxeur modèle, le gendre idéal, voilà. Et c'est un beau portrait que nous offre Libération, donc je voulais revenir sur ce beau portrait. Et enfin, on parlera art, et on parlera de Georgia, et j'espère que je prononce bien, O'Keeffe, qui était une peintre américaine qui a beaucoup marqué les États-Unis, l'histoire de la peinture, qui était moderne à son époque et ô combien décriée pour ça aussi, et moderniste, c'est pas la même chose, on verra ce qu'il en est, et ses œuvres font l'objet d'une rétrospective au Centre Pompidou à Paris, mais on n'est pas obligé d'aller à Paris pour la connaître, et c'est mon rôle aussi aujourd'hui de vous la faire découvrir ou redécouvrir. Et puis un petit tour, dans le Okapi, dans le nouveau Okapi, avec qui avec Jules César, voilà. Oui, alors Jules César, peut-être vous le connaissez. Sacré Jules César, il a une vie passionnante, il a marqué bien sûr Rome, et on ira voir ce que c'est ce dossier, il est plutôt pas mal. Voilà, et on part dans l'actu, je prends mes notes et je suis à vous. J'étais encore sur un programme qui a duré à peu près 8 minutes, mais tout va bien. Je suis à vous tout de suite, je prends mes notes.
j'espère que vous kiffez la flûte de Pan, hein, parce que je vous ai choisi une petite musique avec une petite flûte de Pan à l'ancienne et tout. Un petit peu latina comme ça pour le début du week-end. Rien à voir, mais on va fêter, hein, c'est la semaine prochaine, je crois que c'est le 18 septembre, les 40 ans de l'abolition de la peine de mort, et c'est un événement. C'est le journal L'Actu qui propose de resituer un peu le contexte, sachant que toutes les questions autour de la peine de mort ne datent pas de 1981, ce que j'ai bien calculé, oui c'est ça. Hein, on peut remonter bien avant. Ça a beaucoup marqué les esprits, même au siècle des Lumières par exemple, donc ça date. On va se connecter à Internet. À l'ancienne, c'est ce que je dis aux élèves, et normalement ça mouline au boulot, mais là ça va. Là ça va, tout va bien, et on va découvrir ce petit journal. L'Actu, c'est plutôt pas mal. C'est un journal, il fait 2-3 pages, ça se lit en 5 minutes. Voilà, c'est plutôt cool. Et là, on a tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui s'est passé il y a 40 ans. Je vais vous diffuser ça si ça marche, parce que ça bug un peu. Voilà. Alors, attends, ça Patrick même comme Patrick Moulinov. Oh là 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 là. Caronix en forme. Pourtant, normalement, le vendredi soir, on est censé être tout raplapla, tu vois. Mais je vois que t'es en forme, donc c'est bien, c'est bien. Alors, ouais, date clé au pays de la guillotine. C'est quoi ce titre, quoi? Date clé au pays de la guillotine? Oui, ok, ça on est tout de suite dedans, hein, il n'y a pas de... Voilà, en plus on a la petite photo qui va avec. Une exécution, date indéterminée, la France a guillotiné son dernier condamné en 1977, 4 ans avant d'abolir la peine de mort. Oui, parce que la peine de mort a longtemps existé, hein, comme vous pouvez le constater, et les condamnés étaient tués à la guillotine, hein, c'est cet engin de torture que l'on voit sur la photographie. Alors, que s'est-il passé? Alors, ça s'est passé, la date historique, la date dont il faut se rappeler, c'est le 18 septembre, j'ai un peu d'avance, 1981, il y a 40 ans, l'Assemblée nationale votait l'abolition de la peine de mort. Donc, après le vote du Sénat, donc c'était le 30 septembre 81, c'était un peu après, la loi est promulguée le 9 octobre 81. Et en fait, l'abolition était déjà au programme du candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle de François Mitterrand, mais ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, quoique pas tellement de temps en fait. Hein. C'était quand même le grand sujet de son programme, et pour le coup, il a tenu ses promesses. Tu vas pas en perdre la tête, enfin, façon de parler. Oui, c'est ça. Non, quand même pas. On va pas abuser non plus. Ouais, alors, qui était Robert Badinter? Parce que ça, allez, tout est centré autour de lui, forcément. Il était ministre de la Justice, hein, et alors, il a fait un peu de l'abolition de la peine de mort le combat de sa vie, hein, vraiment. Bien avant, il a beaucoup lutté pour alerter l'opinion sur ce sujet-là. Alors, c'est un avocat, Robert Badinter, et puis il est devenu ministre de la Justice, et il a fait voter la loi supprimant la peine de mort en France. Alors, pour lui, c'était vraiment un homme un peu de révolte. Enfin, il est toujours vivant d'ailleurs, Robert Badinter. Hein, je parle de lui au passé. Alors, il est très âgé, hein, il a plus de 90 ans, je crois. Mais en tout cas, toute sa vie, c'était un homme de révolte. Il a en lui cette douleur et ce sentiment profond d'injustice d'avoir perdu son père dans la Shoah. Ça, c'est une autrice d'un livre d'une biographie, hein, sur Robert Badinter qui s'exprime. Donc ce qu'il a vécu, hein, c'est pas anodin par rapport à son combat. Et il admire aussi Victor Hugo. Victor Hugo, on va le voir, c'est l'un des précurseurs en la matière, hein, en matière de combat contre la peine de mort. Alors en 71, il partage son temps entre son cabinet d'avocat et ses cours de droit. Et tandis qu'il est avocat, il défend une certaine personne qui, bon, alors ce sont des affaires qui sont glauques, hein, il faut l'avouer. Pourquoi parler de peine de mort à ce moment-là qu'aux élections? Oui, sûrement, hein, ça faisait partie du programme présidentiel, donc il fallait aller jusqu'au bout aussi, c'était moyen de marquer les esprits. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu plein d'affaires aussi qui ont marqué les gens, et que finalement la dernière exécution elle a eu lieu en 77, là ça a été voté en 81, donc il n'y a pas eu d'exécution, donc c'était peut-être le moment d'acter la chose. Donc je pense que c'est ça. À un moment, il a fallu acter quelque chose qui ne se faisait plus depuis quelques années. Et peut-être le contexte aussi de l'époque, j'imagine. Ah, il est passé récemment au journal de France 2, très intéressant. Coucou MS12, merci d'être là. Et écoute, je ne savais pas du tout. Hein, je ne savais pas du tout. Donc, oui, forcément, là, on va aussi en entendre parler. La date anniversaire, c'est la semaine prochaine, mais forcément, 40 ans, hop, ça marque les esprits. On aime bien les chiffres ronds comme ça. Ouais, donc voilà, et lui, en tant qu'avocat, il a défendu, c'est vrai, des gens qui ont commis des actes horribles, hein, ignobles, hein, il faut le dire, mais il les a défendus, et
il y avait un de ceux qu'il défendait, est-ce qu'il l'a sauvé ou pas? Alors il a accepté de défendre cet homme-là, qui a été accusé d'avoir égorgé 2 otages à la prison de Clairvaux, c'est ça. Je crois qu'il était avec, mais il n'a pas participé à l'acte en lui-même. Bon, il était quand même avec. Bref, il a été marqué, Robert Badinter, à vie par l'envoi à mort d'un homme qui n'a pas tué de ses propres mains. Bon, après, on peut avoir un débat autour de la peine de mort, hein, c'est pas forcément le sujet ici. Mais en tout cas, pour Robert Badinter, pour lui, il était contre la peine de mort, et pour lui, c'est vraiment l'injustice majeure et le déclic. Et il devient celui qui veut éviter la peine de mort à tous ceux qui la risquent. Voilà pourquoi, je crois que c'est des affaires marquantes qui ont fait qu'il s'est engagé là-dedans. Ouais, cette notion de peine de mort, elle est tout le temps ça, qu'il y a beaucoup de débats dessus, surtout quand il y a des affaires bien glauques et bien terribles, et que ça met, quand ça met aussi, ça impacte des enfants aussi, souvent on le voit sur les réseaux sociaux, il y a toujours ce débat-là qui vient dans l'opinion publique, qui est compliqué, hein, c'est un débat qui n'est pas simple d'ailleurs, puisqu'on peut entendre toutes les versions et tout, mais voilà, en tout cas en France, abolition de la peine de mort. Il y a d'autres façons aussi de punir en quelque sorte ceux qui ont commis des actes, et c'est ce qui est indiqué aussi dans l'actu, c'est que la plus lourde peine en France maintenant c'est la prison à perpétuité, qui est souvent assortie d'une période de sûreté. On sait que ça prête à débat aussi, mais voilà, ce sont d'autres formes est-ce que c'est punition, c'est peut-être pas le mot, qui sont mis en avant. Ouais, c'est ça. Alors en 76, il est aussi l'avocat de Patrick Henry, 20 ans, qui a avoué le rapt et le meurtre d'un enfant. Donc c'est quand même quelque chose qui nous touche. Donc moi je peux comprendre tous les points de vue aussi. Ceux qui sont vraiment affectés par ça, voilà, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas vivre. Donc on peut entendre toutes les opinions et tous les arguments surtout. Et par contre il a déclaré, prendre un homme vivant, le couper en 2 morceaux, il vous faudra vivre avec ça. Il convainc après, je crois, les jurés lors du procès, et il sauvera 5 autres accusés de la guillotine. Voilà, et à cette époque, ça peut répondre à Aphrodise aussi, l'opinion publique est farouchement pour la peine de mort. C'est fou parce qu'en plus, il allait à contre-courant de ce qui se faisait en fait, et fait l'objet d'une haine, d'une violence inouïe. Donc ouais, en fait, c'est pas tant ancré dans les opinions en fait, cette histoire d'abolition de la peine de mort. Au contraire, et lui, en fait, il le persuade, le président, de se prononcer pour l'abolition. Donc, en fait, c'est Robert Badinter qui a convaincu le président. La fille qui relit son article après l'avoir lu ce matin. Des claques. Et tout vient de lui, en fait. Voilà. Badinter voulait une abolition pure et simple, même pour les crimes d'enfants. Voilà. Il n'a jamais transigé, il a mené jusqu'au bout le combat de sa vie. Il a réussi à convaincre. Et on en est là aujourd'hui. C'est pour ça, à contre-courant. Ben oui, merci. Tu vois, j'avais dit... Est-ce que j'ai pas dit des bêtises juste avant en disant oui, peut-être que c'était acté et tout? Ben non, c'était pas du tout acté. Au contraire, il y a eu une haine, un déferlement de propos haineux contre lui et contre François Mitterrand. Donc voilà, contre-courant, comme une certaine Simone Veil, effectivement. Quelle personne, ces personnes-là quand même, il faut y aller. Et je vais vous passer un extrait du discours. Si vous étudiez le discours, je sais que ça se fait au collège, ça se fait au lycée, on parle beaucoup de discours et d'éloquence, et on travaille les techniques aussi, et on les étudie. Il faut bien sûr connaître le discours de Robert Badinter en 81, tout comme il faut connaître le discours de Simone Veil, bien sûr. Sur l'avortement. Et il y en a eu d'autres des discours marquants comme ça, mais ce sont des personnages qui nous ont marqués. Voilà. Alors là, le débat sur la peine de mort et sur l'abolition de la peine de mort, ça ne date pas de 80, on peut remonter très largement avant, notamment au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle. Voilà, il y a des philosophes et des hommes politiques qui ont plaidé pour la fin de la peine de mort. Alors il faut remonter. Je fais ma prof là en 1764 avec un Italien, attention, Cesare. Alors, je sais pas si je prononce bien, Beccaria. Il faudrait que je fasse mieux dans les R comme ça. C'est pas terrible. Est-ce que je vis en plus avec un conjoint d'origine italienne? Oui. Donc, j'ai pas d'excuses, mais bref. Qui a écrit déjà un livre, des délits et des peines, et qui a déclaré: si je prouve que la peine de mort n'est ni utile ni nécessaire, j'aurais fait triompher la cause de l'humanité. Et après, on sait que le XVIIIe siècle, c'est vraiment le siècle, c'est les Lumières, c'est toutes les questions autour de l'humain, de l'humanité prennent de l'ampleur. Donc forcément, il y a Voltaire, par là, qui approuve les idées de Beccaria et qui mène les premiers débats sur l'abolition de la peine de mort, notamment à l'Assemblée nationale.
Alors, il faut savoir qu'elle a déjà été abolie en 1795. Elle a été rétablie par Napoléon en 1810. Après, Napoléon, en même temps, il rigolait pas. Hein, c'était pas funky. Et puis après, il y a eu plein d'opposants à la peine de mort, dont, bien sûr, Victor Hugo. On peut citer son livre « Le dernier jour d'un condamné », mais il a écrit aussi pas mal de choses, voilà, des articles aussi. Et ben voilà, c'était combat d'une vie aussi pour Victor Hugo. Après, il y a eu d'autres projets de loi qui ont été déposés, ça n'a pas abouti. Il y a des intellectuels qui ont pris des positions contre la peine de mort, comme Camus, Jean-Paul Sartre, voilà, des philosophes, des écrivains. Mais voilà, voilà, le monde politique se prononce pas, c'est un peu pas tabou, mais en tout cas, attention, voilà, ça engendre beaucoup de haine et beaucoup de discours haineux, donc personne ne s'est vraiment attelé à la question avant Robert Badinter. Voilà, un petit extrait de son discours. Ici, d'ailleurs, et c'est une archive de l'INA, donc vous verrez, en plus vous avez Patrick Poivre d'Arvor à l'époque et tout, au journal. Moi j'aime bien revoir les images d'archives, c'est un petit peu de nostalgie comme ça. Et en même temps, ça nous donne un peu une ambiance de l'époque aussi. Voilà. Au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Alors, le discours, en général, ça commence quand même toujours avec une phrase choc. Et là, on est direct dans le sujet. C'est solennel, voilà, c'est une phrase bien choc. Très dur à lire ce livre, mais je suis carrément d'accord avec toi. Rémus 12, et d'ailleurs tous les livres de Victor Hugo, autant, voilà, je suis plutôt littéraire hein, quand même, autant les livres de Victor Hugo, mais j'ai eu beaucoup de mal à les lire, bien sûr, j'ai dû les étudier. Alors c'est pas que j'ai subi, mais je trouve que c'est pas facile à lire en fait, Victor Hugo. Je suis complètement d'accord, et celui-ci, même s'il est petit et tout, il est pas hyper facile d'accès. Et puis, on a encore quelques mots prononcés par Robert Badinter. Et voilà, et ambiance de l'époque. On va donc cet après-midi devant les députés. Je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. Voilà, donc bien sûr le discours dure plus longtemps que ça, je ne vais pas le diffuser en entier, mais voilà, si vous avez la curiosité de l'écouter, c'est un discours très intéressant et franchement on peut le décortiquer, l'analyser dans le contexte de l'époque, les mots, la technique, la trame, tout ça, c'est vraiment un discours passionnant. Voilà, donc 40 ans déjà. Voilà, quelle que soit notre opinion, voilà, on peut pas nier que cette... Alors attention, je vais tenter un temps là, que cet été... Non, je vais pas m'embrouiller. Bon bref, c'était marquant quoi. C'était marquant. Ah là 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 là. Je tente des phrases mais j'y arrive pas. Surtout fin de semaine là. Mais je pense que vous comprenez. Il y a beaucoup d'empathie. Voilà, fin de semaine égale chaos total. C'est le chaos total. Je me rappelle toujours moi quand j'étais ado, moi je pétais la forme et tout. Le week-end et tout. Le vendredi soir, ouais, je sortais et tout. C'était super bien. J'avais pété la forme. Je me moquais un peu gentiment de ma maman qui était écroulée et tout. Je la comprends maintenant, je la comprends. Moi, le vendredi soir, je suis juste une grosse mollassonne, quoi. Je suis chaos total. Personne ne parle des cheveux de Patrick Poivre. Mais ouais, mais c'est l'époque. Mais oui, mais ouais. C'est l'époque. Et le décor aussi, le décor du journal télé. C'était une autre époque. Mais ceci dit, dans 20 ans, on regardera les journaux télévisés de maintenant du même œil, en fait. Hein, puisque, bien sûr, le temps passe. Et tout est un peu démodé. On va parler de quoi maintenant? On va parler, oui, aussi dans l'actualité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 11 septembre. C'est demain, et demain, ça sera le triste anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Et vous allez en entendre beaucoup parler. Les plus jeunes, si vous n'avez pas été là, vous avez le droit de vous moquer de moi, parce que là, on est quand même dans une fatigue extrême. Si vous n'étiez pas né,
et ben voilà, je vous invite à vous documenter là-dessus. Il y aura beaucoup de documentaires, beaucoup d'articles qui vont en parler, les journaux télévisés. Donc voilà, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire, indéniablement. Et on en a parlé hier, mais moi je voulais revenir sur ces livres de fiction qui ont évoqué le 11 septembre, et il y en a eu quelques-uns. Alors il faut que je me connecte à mon téléphone. Donc, si tout va bien, on va pouvoir y aller. Si tout va mal, je vais devoir improviser. Donc attention, parce que souvent c'est un peu défaillant la technique. On est quand même sur une technique de base, gratuite, hein, avec un matériel tout pourri. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Alors attention. Magnifique, magnifique, la technique est avec moi ce soir. 11 septembre, les écrivains à l'ombre des tours mortes, ben oui. Sachant que les événements marquants et dramatiques comme celui-ci ont souvent inspiré la littérature, bien sûr. Le Figaro, c'est un article qui date d'aujourd'hui, c'est tout frais. Un article de Bruno Corti nous dit qu'effectivement les événements dramatiques, alors il prend en exemple ce qui s'est passé durant les guerres mondiales, ont forcément inspiré les auteurs qui en ont fait des grandes fictions. Alors, des grands romanciers se sont emparés de ces événements-là. Les attaques terroristes de 2001 sur le World Trade Center restent à une exception près la chasse gardée des auteurs new-yorkais. Ils s'approprient un petit peu la chose, mais c'est normal parce que voilà, ils ont sûrement vécu la chose. Il n'y a pas tant de choses non plus sur le 11 septembre. Il y en a quelques-unes en ce qui concerne les œuvres culturelles, mais on peut quand même en noter quelques-unes. Alors au cinéma, il y en a eu, je crois. Alors moi j'avais vu un film qui s'appelle World Trade Center, je crois, qui était... Et pourtant je crois que c'était Oliver Stone, donc c'est un bon réalisateur, mais non, le film, c'est pas possible, c'était... Non, c'était même gênant, c'était gênant, comme on dit maintenant, malaisant. C'était un peu... En plus, c'était hyper larmoyant. C'était vraiment... c'était mal fait, quoi. Mais je pense que c'était trop tôt. Alors, je sais pas quand est sorti ce film-là. Peut-être 2-3 ans après, mais c'était trop tôt. C'était pas... Voilà. Mais c'était très raté. Je crois qu'il y avait Nicolas Cage dedans. Navet total. Navet et très gênant. Il est repassé à la télé hier. Alors moi, c'est mon opinion. Ça se trouve, c'est pas ton opinion, si soit net. Mais moi, je trouvais que c'était pas génial. Voilà. Mais peut-être il a été... Voilà, trop tôt. Passé à la télé hier. Mais où suis-je en ce moment? Mais que fais-je le soir? Je ne savais pas du tout qu'il était passé, mais en même temps, ça semble logique. Ah, ouf, ça va. Je me suis dit, ça y est. Vous êtes quand même d'accord, peut-être. Mais voilà, aurait pu faire mieux. Pourtant, bon réalisateur, bon acteur. Voilà, il y avait de quoi faire au niveau du scénar, puisque c'est quelque chose qui nous a marqué, c'est dramatique au possible, et voilà, complètement raté. Bref, on parle de littérature, ici, grâce au Figaro, et plusieurs auteurs se sont emparés du sujet. Ce que nous dit Bruno Corti, c'est que effectivement les guerres dans lesquelles l'Amérique fut engagée au cours du XXe siècle ont donné lieu à d'innombrables romans et quelques chefs-d'œuvre. Donc on peut citer bien sûr Hemingway pour la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale avec Adieu aux larmes. D'autres aussi que moi j'ai pas forcément lu d'ailleurs. Mais on peut citer Norman Mailer aussi. On peut citer aussi Tant qu'il y aura des hommes de James Jones pour le Second conflit mondial. Et puis après il y a eu pas mal de récits autour de la guerre du Vietnam aussi. En ce qui concerne le 11 septembre 2001, il y a eu plein de documents, d'essais, mais peu de fiction. Ah, je suis pas fan de Nicolas Cage. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, il a une bonne tête. Je dirais pas qu'il a du charisme. On parlait de Belmondo, là, on parle de Belmondo en ce moment. Qui a une gueule, quoi. Je dirais pas qu'il a une gueule de Nicolas Cage, mais il a une bonne tête. Et dans ses films un peu grand public, il est sympa. Un peu comme Bruce Willis. Moi, à l'époque, j'aime bien les comparer. Dans les films un peu d'action grand public, ils sont plutôt sympas. Après, c'est vrai que c'est pas forcément l'acteur du siècle. Et on est sur une bonne pente descendante pour Nicolas Cage, je crois, depuis quelques années. Il a du mal à remonter la pente. Il est un peu en bas quand même, Nicolas Cage. Alors une chose est sûre, cette littérature née de la tragédie ne peut pas être comparée à celle des grands conflits du XXe siècle. Pourquoi? Les écrivains cités plus haut ont tous été soldats, donc ils ont vécu la chose. Le 11 septembre, ce n'est pas une guerre conventionnelle, nous dit l'article. Là où les conflits mondiaux comme le Vietnam s'étalaient sur des années, toute la dramaturgie du World Trade Center se concentre sur quelques heures et sur un lieu. Donc il y a eu des auteurs new-yorkais qui ont vécu la chose, qui n'y étaient pas mais qui ont vécu la chose, et c'est une journée qu'il faut reconstituer. Alors, premier vrai récit sur le 11 septembre,
Il est signé William, alors, nom imprononçable, Langewiesche. Il y a un peu d'allemand là-dedans, hein, quand même. D'origine germanique, j'imagine. Journaliste à Vanity Fair, alors, qui apprend la tragédie, ne fait une ni deux. Il s'embarque le lendemain. Donc là, il y était, mais le lendemain, avec les équipes chargées de déblayer, de nettoyer, d'assainir le site. Et en fait, il a vu des choses, voilà, vous imaginez qu'il a vu des choses qui étaient pas top. Il raconte l'incroyable mobilisation humaine, les moyens colossaux mis en œuvre et la concurrence entre les services concernés. Donc il y a des trucs de fou aussi derrière qu'on ne connaît pas forcément. Et son récit, hein, qui s'intitule American Ground, il l'a sorti en 2002, donc c'est hyper tôt finalement par rapport à 2001. Il raconte l'incroyable mobilisation humaine, les moyens colossaux mis en œuvre, c'est ce que je vous disais. Et ça se dit comme un roman catastrophe au plus près du drame. Il y a un côté un peu documentaire aussi en quelque sorte. Et puis surtout, voilà, il parle de faits qui sont restés assez tabous parce que dramatiques. Hein. Par exemple, c'est 1,5 million de tonnes de débris chargés sur des péniches, où des hommes masqués trient le béton, l'acier, le verre et les restes humains. Donc il y a aussi des choses comme ça qui sont dites dans ce roman-là. C'est paru en 2002, donc c'était encore très frais dans la tête des Américains. Donc je ne sais pas comment ils l'ont réceptionné, ce livre-là. Ça ne devait pas être évident. 2003, un écrivain étranger s'empare du 11 septembre. C'est qui ? C'est Frédéric Beigbeder. Moi, je ne suis pas très fan, je vous avouerai, de Frédéric Beigbeder. J'ai lu quelques romans, dont celui-là d'ailleurs, qui s'intitule Windows on the World. Hein, avec mon plus bel accent anglais, comme d'habitude. Il s'est emparé de ce sujet-là. Alors, il a imaginé l'histoire d'un agent immobilier divorcé qui décide d'emmener ses 2 enfants prendre un petit déjeuner au 107e étage de l'une des tours. Et en fait, il raconte après l'enfer vécu par les occupants des lieux, un peu comme si on était avec le narrateur en plein milieu de la catastrophe. Après... D'habitude, il est provocateur, c'est vrai, c'est ce que nous dit l'article du Figaro. D'habitude, Frédéric Beigbeder, il est vachement dans la provoque et tout. Il a été connu pour son roman 99 francs. Il l'a adapté en version euro. Dans le monde de la publicité, c'était un peu trash, un peu sexe, un peu gore, quoi. D'habitude, dans la provoque et tout. Et là, il était en rien provocateur. Il réinvente cet épisode un peu. Et puis... un peu de pudeur quand même dans ce roman par rapport à ses autres romans. Après, moi je l'ai lu et franchement c'est pas non plus le roman du siècle, c'est pas terrible. Ça peut être pas mal aussi si vous voulez un roman qui n'est pas trop compliqué à lire. Par exemple, là on va parler après de Don DeLillo, qui est un auteur américain un peu plus pointu et tout, donc là c'est un peu plus compliqué de rentrer vraiment dans le récit. C'est peut être une bonne première approche, mais voilà, c'est pas non plus le livre que je retiendrai moi de ce qui s'est passé en 2001 en tout cas. Entre 2005 et 2007, il y a eu des romanciers new-yorkais qui ont publié coup sur coup de très bonnes fictions. Ah oui, juste avant, il y a quand même celui qui a fait Maus. Art Spiegelman, il a fait une bande dessinée Maus qui est absolument géniale. C'est devenu un chef-d'œuvre, qui est une sorte de satire de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, qui est juste génial. Il avait sorti quand même un recueil, alors c'est pas de la fiction, mais un recueil de dessins et de récits quand même, du choc psychologique que le drame a provoqué chez lui. Et c'est un ouvrage qui est juste sublime. Je préfère Don Juan. Par rapport à Don DeLillo, rien à voir hein, pour le coup. Et un petit peu après, entre 2005 et 2007, donc 3 romanciers new-yorkais publient coup sur coup de très bonnes fictions. J'en ai lu, et j'ai lu moi la fiction de Jonathan Safran Foer, qui est là, j'essaie de zoomer un peu ici, qui est vraiment super. En plus, qui aborde le point de vue d'un gamin surdoué et je sais pas s'il est atteint du trouble du spectre autistique, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Donc il y a un côté vraiment naïf et innocent dans sa vision des événements, et ce qui fait que vraiment le livre est extrêmement touchant et très juste. C'est vraiment magnifique, par moments les passages vraiment sont sublimes. Lui, dans Extrêmement fort et incroyablement prêt, donc il narre l'émouvante histoire d'un gamin surdoué, Oscar, comme mon petit Oscar, sauf que là c'est avec un K, qui ne se remet pas de la disparition de son père. Voilà, parce que en fait
voilà, il sait pas comment il est décédé, son père, il a besoin de faire le deuil, il n'y a pas de corps, donc il ne peut pas faire ce deuil, c'est impossible, et c'est l'impossible oubli. Et c'est un livre, comme le dit l'article du Figaro, plus sur l'amour que sur la mort. Franchement, c'est juste magnifique, une belle poésie, moi je suis complètement d'accord. Je l'ai lu il y a très longtemps ce livre-là, et pourtant il est encore bien ancré dans mon esprit. Donc il est vraiment super, ça je le conseille. Après, il y en a d'autres aussi que j'ai pas forcément lu, donc je vais pas revenir sur tous les livres, mais il faut relever celui du fameux Don DeLillo. Hein. C'est le maître, voilà. C'est le maître. Pourquoi? Parce que c'est un grand auteur américain et parce que c'est peut-être l'ouvrage le plus réussi sur ce sujet-là. Il est paru en 2007. Et donc lui, il a achevé son 13e roman déjà quand les tours se sont écroulés le 11 septembre 2001. Et il était précurseur un peu de ce qui allait se passer, parce que dans un de ses précédents livres, en 77, il avait imaginé que les tours jumelles étaient la cible d'attentats, en tout cas d'une catastrophe. Et il a un univers romanesque qui est bien à lui, alors qui est peuplé, nous dit l'article du Figaro, d'avions, de terroristes, de sectes. Donc il connaît bien un petit peu le milieu, la chose, et puis il a imaginé ça, malheureusement, ça s'est quelque peu produit. Mais dans son livre, du coup dans L'homme qui tombe, il reprend tout ça, et ça en fait un roman très réussi. L'histoire d'un couple, et puis qui est séparé, mais l'homme est dans l'une des deux tours. L'homme qui tombe, bien sûr, ça fait référence aussi à cette fameuse photo de l'homme qui tombe, qui est très difficile à la réception de cette photo est un peu compliquée, hein. Donc si vous êtes plus jeune, c'est pas évident, là vous allez être abreuvé d'images, de photos, de reportages. Pour les plus jeunes, il faut être accompagné parce que c'est hyper choquant. Même si on dit oui, les jeunes ils ont l'habitude de voir. Non, voilà, il faut être accompagné parce que c'est hyper choquant. Bref, lui il en sort hébété, donc il s'en sort de l'attentat. Et au lieu de se rendre à l'hôpital, il rentre à son ancien domicile. Et en fait, c'est aussi surtout le choc après, tout ce stress post-traumatique aussi. Comment continuer d'avancer alors que tout est brouillé, les images, les bruits, les mots. Et en plus, on est dans une ville qui est recouverte de sang, comme si c'était l'apocalypse aussi. Et puis voilà, il parle de tout ça, de l'après. Et j'ai trouvé que ce roman était absolument fort et indispensable aussi. Donc, ouais, franchement, à lire. Pas évident parce qu'écriture à l'américaine, bien fouillée, quoi, bien détaillée. Mais franchement, ça vaut le coup de le découvrir. L'écrivain d'une phrase de souligner que ce mardi-là, maudit entre tous sous un ciel bleu azur, c'est un temps magnifique qu'il faisait. Le pire était peut-être l'horreur d'imaginer cela, le nom de Dieu sur les lèvres des tueurs et des victimes. Bon, pourquoi il dit ça? Parce que, pourquoi il dit ça d'ailleurs? Ouais, parce qu'il parle aussi de tout ce qui s'est passé en amont, avec les terroristes qui ont préparé leurs attentats, leur état d'esprit, leur vision. On a parlé de terrorisme islamique hier. Il parle de tout ça. Donc c'est un roman très, très fouillé, très documenté, et en même temps, on a quand même beaucoup d'émotions aussi. Et conclusion de l'article. 20 ans après, on manque encore de recul, c'est vrai, pour affirmer que l'un de ces romans restera comme le grand livre du 11 septembre. En revanche, il est évident que les meilleurs titres liés à l'événement laisseront une trace dans l'histoire de la littérature américaine, carrément. C'est vrai que même si ça fait 20 ans, mais on manque encore un peu de recul. C'est pour ça que les écrits et les films qui ont été réalisés trop tôt ne sont peut-être pas les meilleures fictions à découvrir. Ça, c'est clair. Je rejoins le Figaro sur ce sujet. Je blablate, mais c'est normal en même temps. Hein. C'est un live, mais je vais continuer sur un autre sujet. Mais alors, rien à voir. C'est vrai. Une BD vient de sortir sur ce sujet. Ah ouais, mais je savais pas du tout non plus. Ah, c'est chouette. J'essaierai de... Je sais pas si tu as la référence. Si tu as la référence, n'hésite pas à la mettre ici dans ce stream. Mais oui, ça m'intéresse. Après, je sais pas si pour mes collégiens, puisque je travaille au collège, ça peut être accessible.
Mais j'ai très souvent des bandes dessinées quand même qui sont en lien avec des sujets d'actualité. Et pas que les bandes dessinées humoristiques qui sont sympas en plus quand même. Hein, mais c'est bien d'avoir différentes sortes de BD et des BD qui traitent d'actu ou de sujets comme ça de société. C'est vachement bien. Et je trouve que la BD c'est un très très bon moyen. Vous savez que je suis fan de BD parce que souvent je chronique des BD. C'est un très bon moyen d'entrer dans un sujet autre qu'avec un documentaire ou même une fiction, un témoignage qui peut faire peur, notamment aux plus jeunes qui sont très attachés à l'image, etc. Le 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé. Ok, d'accord. Titre sobre, mais bien évocateur. Ok. Il n'y a que quelques séries de BD que j'aime vraiment. Après, moi je suis très BD, mais peut-être que je n'aime pas forcément les BD que tu aimes, Caronix, parce que si tu aimes plutôt, comme sur ton blog, hein, tout ce qui est fantastique, fantasy et science-fiction. Moi justement, je suis très BD, mais je suis pas du tout BD de science-fiction, j'ai un peu du mal. Que les grands classiques, du type Lincal, Bilal, tout ça, j'ai un peu du mal. Je suis plus BD contemporaine, voilà, mais pourquoi pas. Je changerai d'avis peut-être un jour, faudrait que je relise, faudrait que je m'y remette. Mais voilà, j'adore la BD, c'est un super support en tout cas. Ouais, ça là, ouais, c'est ça. Science-fiction, fantasy, ouais, c'est ça. Autre sujet d'actualité, on va parler, on va parler d'un boxeur qui s'appelle Souleymane Cissokho. Souleymane, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est un grand boxeur français. Il va jouer un match ce soir à Roland-Garros. Oui. Alors, je crois que c'est une compétition internationale. J'ai pas tout compris, hein, j'avoue, à la compétition en soi. Mais on attend ce match parce que voilà, c'est le Français. Il est super fort et surtout on l'aime beaucoup. Souleymane Cissokho, on va voir que le portrait qui est fait de lui dans le Libération est vraiment chouette. C'est comme je vous le disais, c'est un peu le boxeur modèle, un peu bon garçon, gendre idéal. Voilà, il déjoue tous les clichés qu'on peut avoir sur la boxe et ça c'est plutôt pas mal. Alors il va jouer ce soir, voilà, il va disputer un match ce soir à Roland-Garros. Et il y aura un hommage rendu, oui, à Jean-Paul Belmondo. On l'a vu il y a quelques jours. Jean-Paul Belmondo était fan absolu de boxe. D'ailleurs, il a failli être boxeur professionnel. Il hésitait à être acteur et comédien. Il a été plutôt acteur et comédien, mais il a été très bon boxeur. Un hommage lui sera rendu ce soir. Je trouve que c'est un bel hommage aussi parce que franchement, il était passionné de boxe, Jean-Paul Belmondo. Bref, qui est Souleymane Cissokho? J'avoue que moi, à part le nom, je ne le connaissais pas plus que ça. Et je trouvais que son portrait était vraiment très chouette, donc je voulais vous le partager ce soir. Alors, où est-il? Il est là. Voilà, donc c'est le numéro d'aujourd'hui. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, le voici, Souleymane Cissokho. Invaincu, le français, bosseur et réfléchi. Vraiment, voilà, c'est... vous verrez pourquoi ils disent ça. Combat ce vendredi à Roland-Garros, une nouvelle étape pour l'esthète du ring. Voilà, l'esthète, ça se rapporte à l'esthétique. Pourquoi? On va le voir qu'il a même fait de la boxe dansée. Oui, c'est possible, on va le voir juste après. C'est assez fou, très attaché à son quartier. Et aussi à son quartier, oui. Et aussi, on va le voir dans l'article, à faire en sorte qu'il n'y ait plus de barrière entre les quartiers également. Et ça, moi, j'aime bien cette philosophie, cette manière de penser. Alors, Libération a suivi Souleymane Cissokho, étiqueté gars le plus sympa de la boxe hexagonale. C'est vrai que d'après son portrait, on a envie de le connaître et on le trouve bien sympathique, c'est tout à fait vrai. Quelques jours avant son combat là contre le Russe qui aura lieu là ce soir. La carte s'affiche comme l'une des plus excitantes depuis des lustres en France, c'est-à-dire la carte du match, hein, ce qui va se passer. Un lieu rempli de mythes. Parce qu'il n'y a pas que du tennis à Roland-Garros. Hein. Le cours Philippe Chartier, temple de lutte passé de Cerdan, hein, Marcel Cerdan, et de Boutier. Ce sont des anciens boxeurs emblématiques. En plus de Cissokho parmi les compères, il y aura bien sûr d'autres boxeurs assez connus, mais que moi, je ne connais pas personnellement. Mais bref, voilà, ce soir, c'est une soirée très attendue. On apprend quelques petites choses sur ce fameux Souleymane Cissokho. Alors, il est monté pour la première fois sur un ring à 14 ans, attiré par le hasard, ou bien la veine, en tout cas par l'envie de s'essayer à autre chose que le football. Alors, c'est vrai que dans les destins de boxeurs, ou souvent dans les livres moi, que j'ai pu lire sur la boxe, notamment des fictions de jeunesse, souvent ce sont des gamins, bon ben voilà, parce qu'ils vivent quelque chose de pas top, ils ont envie de se défouler, donc ils se mettent à la boxe, donc quelque chose d'un peu de hargneux là-dedans, on fait de la boxe pour pouvoir... exorciser une douleur ou voilà, pouvoir combattre
mais directement dans le punching ball et pas forcément dans la rue. On a souvent un peu cette image-là des garçons, souvent ce sont des garçons, mais il y a quand même des filles boxeuses aussi, hein. Et on a de très bonnes boxeuses françaises d'ailleurs, de cette image-là des boxeurs, mais lui, par hasard, la boxe par hasard, il avait envie de faire autre chose que le foot. C'est vrai, pourquoi toujours le foot? Pourquoi toujours le foot pour quand on est garçon, alors qu'il y a tant d'autres sports, même si j'adore, moi personnellement, le football, je trouve que c'est un très beau sport. En dehors de toutes les polémiques qu'il peut y avoir autour. Bref, en plus quand le paternel le voit rapporter des gants, des chaussures montantes et un casque, parce qu'il a fait la totale, hein, il lâche un hoquet, le trauma total, il nous dit j'ai failli tomber en syncope. Surtout que lui c'était vraiment aussi un gamin tout mignon, tout gentil, un peu chétif. Donc quoi, un boxeur? Mais pourquoi un boxeur quoi? Encore aujourd'hui d'ailleurs ses amis lui disent bah, c'est pas possible, disent à son père hein, c'est pas possible, ton fils ne monte pas sur un ring de boxe, tellement il correspond pas au cliché du boxeur. Très vite par contre, alors ce cadet d'une fratrie de 6 est pris dans la foudre, il était à fond quoi. Alors il est allé à fond, là on est comme sur un destin assez exceptionnel, donc il partait à minuit faire des footings, il passait des soirées dans la cave à s'entraîner, donc il pensait boxe, il vivait boxe, il dormait boxe, enfin bref, c'était sa passion et il la vivait à fond. Il intègre l'équipe de France et puis l'INSEP, et puis après voilà, flopé de médailles, parfois il a raté de l'or, mais n'empêche que c'est un boxeur vraiment très fort. Et puis en mai, après 12 victoires en autant de combats depuis ses débuts en pro, il a vacillé pour la première fois face à l'anglais Conway dans la quête d'une ceinture européenne. Mais il s'est relevé, il a vacillé, mais il s'est relevé. Alors il y avait 70 000 spectateurs, je ne sais pas si vous imaginez les matchs de boxe comme ça, oui. Tant de spectateurs, oui, round comme d'habitude, copie propre, sans brouillon, techniquement au-dessus, et paf, un uppercut. Un uppercut c'est comme ça. J'ai fait un peu de boxe, hein. J'ai fait un peu de boxe 2 ans. Bon, c'est la boxe gentille ou avec une amie, hein. On n'était pas très hargneuse, mais j'en ai fait un petit peu. Et c'était trop chouette, mais je m'étais... on se défoule totalement, franchement c'était un sport où vous ressortez, vous êtes lessivé, et en plus vous faites tout travailler, c'est un truc de malade, et j'ai encore un punching ball sur moi qui reste un peu là, suspendu, malheureux, parce que avec mes streams j'ai finalement peu de temps pour taper vers mon punching ball, mais j'en ai encore là, un à la maison, c'est génial comme technique pour se défouler. Bref, match de boxe, un uppercut du Britannique, il est à terre, le temps est compté, le chaos passe comme un ange, il finit par se relever. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi l'article parle de ça? Parce qu'il s'est relevé et il a une sorte de force en lui, un peu mystique comme ça, hein, voilà. C'est un membre de l'entourage du boxeur qui dit voilà, il va au tapis, il se relève, il reboxe, c'est pas donné à tout le monde. Il met tous ses efforts pour réussir. C'est l'ancien entraîneur de Brahim Asloum, qui est un grand boxeur français aussi, hein, qui dit ça. Tout est millimétré chez lui. Il s'est construit, a pris un manager. Enfin bref, il s'est vraiment bien entouré. Et en plus, il a le mental. Bref. Alors c'est aussi un beau boxeur, nous dit l'article, mais au sens, il est beau quoi. Et l'année dernière, mais ça c'est dingue. J'ai vu une vidéo, mais j'ai pas le temps de vous la diffuser, mais si vous avez les curiosités d'aller voir ça, franchement ça vaut le détour. Il a dansé, il a dansé avec l'étoile de l'opéra Marie-Agnès Guillot sur un ring, dans le cadre d'un spectacle musical. Pour le spectacle La boxeuse amoureuse, qui a été mis en musique par Arthur H. Au début c'est une chanson, en fait c'est ce qu'on appelle une chanson portrait. Il y a tout un spectacle qui a été mis en scène autour de ça. Et j'ai vu quelques extraits, franchement c'est vraiment magnifique. Moi j'aime bien l'idée en plus de mettre en scène de sport qui a priori s'oppose complètement à la danse et la boxe. Et c'est très beau, forcément c'est chorégraphié et tout, avec Arthur H, la voix grave et sa musique qu'on reconnaît entre mille. C'est, quelques extraits que j'ai vus, c'est vraiment super chouette. Bref, donc il a fait ça aussi, c'est possible. Il est électrique, c'est inné, il est beau, il attire les regards, voilà. Et il aime la belle boxe, et peut-être une boxe trop consciente. Il faudrait même qu'il soit plus agressif et tout. Mais lui, il aime la belle boxe. Il a un parcours un peu atypique aussi pour un boxeur. Comme je vous ai dit, déjoue tous les clichés. Alors, il était à la Sorbonne aussi, il a passé un master 2 de droit du sport. Il est né à Dakar, c'est un peu dans le désordre, mais bref. Il est né à Dakar, il est arrivé en France pour rejoindre son père, qui est un banquier muté à Paris. Et la famille s'est implantée à Stalingrad, dans un quartier aussi de Paris. Et d'ailleurs c'est connu, c'est malheureusement connu aujourd'hui parce que c'est
C'est un peu le QG de tous ceux qui prennent du crack, hein. Un peu ça, bref. Et lui, il y est encore. Et il passe depuis des années ses dimanches à donner des initiations à la boxe avec son association Secteur Sport Éducation pour redonner ce qu'on m'a donné. Donc voilà, c'est un beau message. Et moi, j'adore ce genre de message. Et il raconte voilà, cet atelier de rencontre aussi organisé à l'INSEP entre des jeunes du 19e et du 12e arrondissement. Des vies qui sont à l'opposé, parce que des quartiers à l'opposé. Et il voulait casser tous ces préjugés. Et ça, franchement... c'est chouette. Donc voilà, beau portrait, beau message, belle image. Si on peut avoir une autre image de la boxe, c'est chouette aussi, on prend. C'est pour ça que voilà, ça m'a touché ce portrait, donc je voulais vous le partager. Toujours dans ma revue de presse, un autre article que j'ai sélectionné, enfin 2 articles en un. Et là, on va parler d'art, donc j'ai pas de transition. On va parler d'art et d'une artiste américaine qui est mise en lumière pour la première fois à travers une rétrospective au Centre Pompidou à Paris. Une artiste que moi je ne connaissais que de nom et encore, hein, j'ai dû me remémorer la chose. Une artiste américaine qui s'appelle, et j'espère bien prononcer son nom, Georgia O'Keeffe, et qui était une grande peintre américaine qui a marqué l'histoire de l'art aux États-Unis. Elle était très moderniste. Et aussi moderne dans sa vie personnelle, dans les choix qu'elle a fait, qui n'a pas plu à tout le monde. Et ses œuvres sont un peu controversées, hein, faut pas le nier, certaines d'entre elles. Donc en plus, elle était un peu décriée, et moi j'aime bien les personnages un peu décriés comme ça. Donc on va s'intéresser à un article du Monde qui en parle, et aussi en parallèle à un article du Figaro, parce que bon, les deux se complètent. Et après, on va pouvoir scruter quelques-unes de ses œuvres. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller à Paris au Centre Pompidou pour la connaître. On peut aussi être curieux et puis tout simplement lire quelques articles, se balader sur Internet, c'est possible. L'article du Figaro, il date de hier. Et puis l'article du Monde, c'est l'article d'aujourd'hui. Alors, hop, sur le net... Voilà cet article-là. Alors, modernisme, voilà, c'est ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des paysages, des fleurs, mais ça peut être aussi très moderne, très contemporain, tel qu'on le voit. Est-ce que c'est bien diffusé? Oui, c'est bien diffusé. Tout va bien, je vais pouvoir zoomer un petit peu. Et puis l'article du Figaro, je l'ai à côté. Et ben oui, alors j'aime bien l'intro. On a beau en avoir vu beaucoup, on a beau savoir quel immense peintre elle fut, il n'empêche, les œuvres de cette américaine ont la capacité de surprendre et d'émouvoir encore et toujours. Pour celles et ceux en France qui n'ont jamais vu ou seulement en reproduction, l'étonnement sera d'autant plus fort. Elle n'avait jamais été, Georgia O'Keeffe, jugée digne d'une rétrospective à Paris, au Centre Pompidou. Donc voilà. Oui, ça rappelle un peu les monochromes, c'est vrai. Après, l'œuvre qui est diffusée, c'est pas forcément la plus représentative de son œuvre, parce qu'on en a fait d'autres qui peuvent peut-être plus vous parler si vous n'êtes pas trop art contemporain. Ou voilà, je sais que c'est assez décrié l'art contemporain, ce que je peux comprendre aussi. Hein. La réception qu'on en a parfois, voilà, c'est sûr que c'est pas inné, quoi. C'est pas inné, mais bon, ça fait partie d'une de ces œuvres là qui est dans l'expo. Mais ces œuvres sont intéressantes, on va le voir pourquoi. Bref, pourquoi avoir attendu 35 ans après sa mort? Parce qu'elle est décédée il y a déjà 35 ans. Elle est décédée en plus, elle était super âgée, je crois, elle avait plus de 90 ans. Désolée, ne me parle pas du tout. Effectivement, il n'y a pas forcément une réception comme ça innée. Après, il y a d'autres œuvres qui sont quand même plus faciles d'accès aussi. C'est ça. Parce que O'Keeffe était une femme et que les préjugés virils étaient encore très puissants dans les milieux artistiques jusqu'à récemment. C'est possible qu'on n'ait pas entendu parler d'elle pour ça. Alors le Monde s'interroge ici. Pourquoi? Parce qu'elle était américaine et que les préjugés anti-américains n'étaient pas moins forts, étant donné que, selon le titre d'un livre qui fut célèbre, qu'est-ce qu'on dit d'elle? New York vola l'idée d'art moderne. Peut-être aussi. Il y a peut-être aussi une raison, c'est qu'elle était peintre et qu'elle se définissait juste comme peintre, et que longtemps il y a eu un côté un peu, c'est ce que nous dit le Monde, dans les années 70 jusqu'à récemment, les institutions culturelles françaises ont généralement professé que la peinture était morte. Voilà.
Donc il y avait ce côté, il faut suivre les institutions culturelles, ce que le monde de l'art nous dit, qu'il faut être un peu là-dedans et pas en contre-courant. C'est un peu prout-prout, hein, le monde de l'art des fois, c'est vrai. Bref, donc elle était un peu... on était passé un petit peu à côté. Et là, enfin, une rétrospective. Hop, on va jongler sur l'article du Figaro, qui reprend sa biographie, parce que si on n'aime pas ses œuvres, on ne peut pas nier qu'elle ait une vie hyper intéressante et complètement atypique. Et... c'est ce que... Ah non, ça y est, la technique m'a lâché. Attention, on va être sur un retry. Et on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Mais sinon, c'est pas grave. Je vais vous lire ce que je vois sous les yeux. Si ça marche, ça marche. Bah, il faut que je me reconnecte, par contre. Il faut que je me reconnecte à mon article. Ben non, c'est pas celui-ci. Celui-là, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Voilà. Figaro encore. Hein. Et c'était hier. L'article d'hier. Ah, ça bug. Eh ben c'est pas grave. Je vais vous lire sa petite biographie que j'ai aussi sous les yeux. Donc tout va bien pour pouvoir faire ça. En même temps, hop, je vous remets l'article du Monde ici. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Alors, elle est née quand? Quelle est sa vie? Tout ça. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est le néant. Pourquoi? Voilà, tout va mieux. Alors, attention. Alors, elle est née en 1887. Hein, je vous dis, elle est décédée à 35 ans. Elle était très âgée. Donc, voilà. Elle est du... C'est fou de dire ça, ouais. Du 19e, hein, elle est née au 19e siècle. Fin du 19e. Dans le Wisconsin, bref. Américaine, bien américaine, même si elle a des origines différentes. Diverses, c'est plutôt le mot que je voulais choisir. Son père est fils d'Irlandais arrivé de leur île natale en 1848. Son grand-père maternel est un comte hongrois arrivé la même année dans le Nouveau Monde, marié à un aristocrate de souche hollandaise. Voilà, plein d'origines diverses et tout. Décédé en 1986, c'est ça. Donc ça date... Moi, je ne fais pas les calculs, hein, moins 35 ans et tout. Mais pourtant c'est facile. Mais oui, par rapport à mon âge, je devrais un peu mieux calculer. Mais moi, je panique. Hein. Dès qu'il faut déjà calculer à l'envers et tout, dès qu'il faut faire des soustractions dans ma tête, c'est la panique. Hein, ça va pas du tout. Donc effectivement, en 86. Bref, toutes ces origines-là en elle. C'est la fille aînée d'une fratrie de 7. Et Georgia, elle est appelée ainsi en l'honneur de ses aïeuls, on va dire ça comme ça. Le mariage de ses parents est un mariage de raison qui permet à des familles d'agrandir les terres. Donc ça, c'est l'époque qui veut ça. Et son père est travailleur, mais il est quand même doux, effacé. Donc elle est... Voilà, mais il est quand même doux. Désastreux en affaires. Une mère exigeante, distante, mais une femme forte. Donc en plus, au niveau des figures paternelles et maternelles, on a des choses complètement différentes. Mais quand même, une femme soucieuse de prodiguer une éducation artistique à ses enfants. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et elle en a gardé l'héritage. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ben oui, ça revient sur son parcours. C'était une... Ouais, c'est que je vais revenir dans l'article du Monde, ça c'était pour la biographie. Parce que finalement, les deux se rejoignent assez. Alors, elle a été la figure. Une des figures essentielles de la modernité à New York dès la décennie 1910. Mais voilà, elle est un peu alternée jusqu'à la fin avec une parfaite indifférence à l'égard des catégories. Elle n'était vraiment pas dans les normes. En gros, il y avait des courants, des normes. Elle n'était pas dedans. Jusqu'au bout d'ailleurs. Je ne sais pas si ça l'a affectée ou pas, mais elle n'était pas dans le cadrage qui était donné. Elle est aussi l'autrice de nombreuses séries consacrées aux fleurs et aussi dans nombreuses suites de paysages, voilà, contemporaines de l'expressionniste abstrait. Elle s'en est peu souciée. Voilà, c'est ça. Elle a aussi un peu bourlingué, elle était un peu partout. Elle est, qu'on l'a vu, hein, elle est née dans une famille nombreuse du Wisconsin. Ensuite, elle est passée par l'Art Institute de Chicago. Et puis, elle a aussi enseigné quelques années. Et elle a épousé un galériste et promoteur de l'art moderne européen qui apparemment est hyper connu, Alfred Stieglitz, bref. Et elle s'y impose, pourquoi? Par le scandale des nus, parce qu'elle pose nue pour lui. Donc, gros scandale à l'époque. Elle en avait rien à faire du tout. Donc, voilà, gros scandale à l'époque, mais
Cash, elle y va. Après, elle a séjourné beaucoup au Nouveau-Mexique. Et puis, elle s'est fait connaître surtout après la mort de son mari. Elle s'est concentrée que sur son art. Et sa notoriété s'est accrue après aux États-Unis. Sans que ça change sa matière de vivre dans son petit désert de pierre, là, complètement... de manière casanière, un peu comme Mona Chollet, on a parlé de Mona Chollet hier, de manière casanière, un peu tranquille, voilà, un peu coupée du monde. Bref. Et ces œuvres, elles sont quand même assez controversées. Pourquoi? Parce que elles font référence, il y a quelques petites références un peu sexuelles peut-être derrière tout ça. Et ça pouvait choquer à l'époque. Donc forcément, elle était complètement décriée. Et voilà, après c'est aussi un autre point de vue, même s'il n'y a pas que ça. Mais effectivement, elle est connue pour ça aussi. Voilà. Si on fait un petit Google Images de ses œuvres, voilà, c'est ça qui apparaît. Effectivement, on peut voir quelques petites représentations, on peut voir ce qu'on peut voir. Mais on peut aborder son œuvre un peu comme une œuvre un peu contre-courant et un peu féministe à l'époque. Ouais, voilà, bon après, c'est celle qui avait été diffusée là. Mais après, je ne connais pas tellement moi en art à la technique. Mais apparemment, elle avait quand même une technique de malade. Parce que mine de rien, on dirait pas comme ça quand on voit cette œuvre ici. Mais quand on en voit d'autres, c'est hyper, hyper technique. Et surtout, elle n'a pas hésité à aborder des sujets qui étaient hyper tabous à l'époque. Voilà, représenter par exemple le sexe féminin, c'était impossible. Il y a quelques années, quelques mois, impossible. Là, ça y est, maintenant on commence un petit peu à lever les tabous. Mais à l'époque, je ne sais pas si vous imaginez, en plein cœur du XXe siècle, c'était scandale absolu. Donc, un peu comme il y a eu aussi d'autres artistes. Hein. Mince, j'ai oublié... d'autres articles aussi comme ça. Mince, d'autres artistes féminines qui n'ont pas hésité à y aller, quoi. Cash, et elle y est allée, et puis voilà. Après on peut faire pas mal d'interprétations là-dessus, mais en tout cas ouais, il faut le faire, une rétrospective là-dessus, alors que finalement elle était assez taboue, cette femme, et puis assez décriée en son temps. Mais c'est super passionnant sa vie, même si là je relis mes articles et je suis complètement dans la pro. Mais ça c'est les jours de boulot. Les jours de boulot, est-ce que je relis mes articles? Non, donc je suis un peu embrouillée. Mais voilà, elle tend à être découverte ou redécouverte. Voilà, pour la finalité de ses œuvres et aussi pour sa vie à elle. Une femme badass, comme on appelle ça, qui y va, qui est cash, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense à travers la peinture. Ouais, Gustave Courbet a bien débuté sur ce thème, c'est vrai. Gustave Courbet, on tendance aussi à s'offusquer, mais il est peut-être plus considéré comme plus classique, donc ça passe, voilà. Mais qu'une femme en plus s'exprime sur ce sujet-là, pas évident franchement aussi. Mais il n'y a pas que ça comme sujet, mais il y a aussi ça, voilà, qu'il faut relever. Un petit tour dans le monde de Okapi, je n'ai aucune transition à faire là-dessus. Et après on finira le stream parce qu'il faut que je rejoigne ma famille, mais un petit tour et on va parler de qui? De Jules César. Qui lui aussi a une vie mais complètement passionnante. Donc ça c'est vachement bien. On y va. Hop. Voilà, ouais, le niveau de Okapi. Alors ça c'est pas Jules César, c'est l'actu en photo. Parce qu'il y a d'autres choses aussi dans Okapi que Jules César. Merci beaucoup pour la découverte. Je t'en prie, même si je ne l'ai pas du tout vendu parce que c'était un peu de l'impro. Voilà, vraiment je vous invite à la découvrir. Peut-être vous passez à côté, vous passez pas à côté, mais voilà. Moi j'aime bien m'intéresser à des choses qui peut-être aussi sont pas forcément de tout de suite ce que j'ai l'habitude de voir ou tout ça. Après, il y a des choses par contre qui me passent je passe complètement à côté. Mais je suis quand même assez ouverte. Par exemple, j'étais allée voir une expo, c'était le musée Soulage. C'était où? Dans le sud-ouest. Et c'est vrai que voilà, c'est le noir, les différents de noir. Franchement, c'est pas trop mon kiff au départ. Et voilà, même limite, voilà, je voyais pas trop l'intérêt.
ça m'a fait pas mal changer d'avis quand même le musée. Pourquoi? Parce que la façon dont les œuvres étaient disposées et tout avec la lumière, en fait on percevait différentes choses. Il y avait une vidéo qui expliquait son travail et le gars, c'était un malade mental, c'est que en fait il a bossé sur le noir mais genre mais des jours et des jours. Et moi j'adore, plus que l'œuvre en elle-même, c'est le travail des artistes, c'est-à-dire souvent c'est des psychopathes de l'art quoi. Ils passent des journées sur leur boulot, ils expliquent, ils refont, ils sont pas contents, ils travaillent avec la lumière, enfin c'est un truc assez dingue. Et finalement j'ai quand même pas mal changé d'avis alors que ce sont quand même des œuvres avec du noir. Donc mine de rien parfois on change d'avis et ça c'est plutôt pas mal. Et c'est ça aussi l'un des rôles de l'art, c'est pas juste c'est beau, c'est pas beau, c'est aussi peut-être bousculer les esprits, choquer aussi parfois et émouvoir aussi d'autres fois. Est-ce que je me suis emballée? Ouais, je me suis emballée. Bref, Okapi, ben voilà, on y est. Une revue pour ados, mais qui peut plaire aux adultes. Moi, j'ai plaisir à la lire toutes les 2 semaines. Là, l'actu, elle est en images. Bon, c'est pas une actu transcendante. Mais, voilà, c'est beaucoup autour du vélo, c'est vrai. La façon de l'utiliser dans différents pays. Comme à Amsterdam, si tout va bien, on croise les doigts. Au niveau sanitaire et tout ça. Je vais y aller 3 jours à la Toussaint en amoureux et j'espère qu'on pourra y aller parce que ça me manque de voyager. Je voyage pas non plus énormément mais 2-3 jours par-ci par-là. Je fais pas des voyages qui durent 15 jours mais j'aime bien plonger un peu dans l'atmosphère d'une ville de temps en temps. Même si c'est 3 jours c'est déjà super et je vais aller visiter Amsterdam que je n'ai jamais vu. Et effectivement, Amsterdam, il y a énormément de vélos. C'est une ville pionnière où l'on compte plus de bicyclettes que d'habitants. Près de 30% des déplacements se font chaque jour en pédalant. Alors, par contre, moi, ça me fait flipper. Parce que du coup, mon conjoint, alors il a déjà été et tout ça, il m'a dit on va tout faire en vélo. Amsterdam, c'est la ville du vélo. Mais moi, je flippe parce que déjà, je suis hyper maladroite. Mais en vélo, c'est sûr. Et là, mais j'ai trop peur de me faire bousculer par tous les autres et tout. Moi, je suis toute fragile là par rapport à tous ces hordes de cyclistes. Et pour être allée à Copenhague où en fait c'était vraiment aussi une ville de vélo, ouais, c'est truc de taré quoi. C'est truc de taré, c'est incroyable. Mais bref, je verrai. Mais c'est vrai, allez, c'est le moyen de transport du futur. Bon par contre moi je bosse à 40 km de mon domicile donc je peux pas y aller en vélo. Mais non, 30 km, j'exagère. Mais ça va être difficile. Mais pourquoi pas. Oui, salon de la bicyclette. Là on est où? On est au Kenya. Cherchez l'intrus dans ce paysage de champs de montagne et de montagnes étrange comme le canapé harnaché à l'arrière de cette bicyclette. Et ben oui, les 2 hommes ont été photographiés après avoir fait des achats chez un fabricant de meubles. Donc la livraison à domicile se fait en vélo. Oui, c'est voilà, c'est pas du tout comme chez nous. Quelques petites infos par-ci par-là. Qu'est-ce que je vous ai pris en photo? Une magnifique photo. Ouais, ça c'est quoi? Ah oui, des chercheurs. Alors, nos 10 doigts nous servent déjà à beaucoup de choses. Mais avec un de plus, robotisé comme celui de la photo, nos capacités pourraient être décuplées. Ben oui, expliquent les chercheurs. Des chercheurs de Londres, parce que j'ai pas envie de prononcer le mot en anglais. Un 3e pouce rapidement adopté par celui ou celle qui le porte, car le cerveau le perçoit comme faisant naturellement partie de notre corps. Donc pourquoi pas rajouter un pouce à voir. Bon, bref, après, il n'y a pas non plus des infos de folie, donc on va aller peut-être directement à ce qui nous intéresse, hein, à Jules César. Parce que quand même, le gars, il avait une vie assez dingue, et l'époque, c'était assez dingue, et il y a tellement de choses à dire que je voulais pas passer à côté. Son destin évoque la grandeur, oui, mais aussi la dictature. Il ne déconnait pas, Jules César. Ce fut l'un des hommes les plus puissants du monde antique, bien sûr, tout le monde le connaît. Si on devait retenir un nom, ce serait celui-là, ça serait celui de Jules César. Une page essentielle de l'histoire romaine, ben oui, hein, mais c'est clair. Qui était-il? Encore aujourd'hui, c'est une célébrité. C'est vrai, qui ne connaît pas Jules César? Peut-être aussi parce qu'il a été popularisé, le nom a été vulgarisé dans des œuvres culturelles telles que Astérix par exemple. Il y en a eu d'autres aussi, mais voilà, ça a aidé à faire du personnage de Jules César une personne emblématique et qu'on connaît bien sûr aujourd'hui. Qui était-il? Qu'a-t-il fait en son temps pour que sa mémoire perdure plus de 2000 ans après sa mort? Alors c'était un homme d'État, voilà, qui a vécu un siècle avant Jésus-Christ. Alors, il faut savoir que le monde romain, à l'époque, c'était vraiment en plein essor. Bref, donc il est vraiment arrivé, hop, quand il fallait.
Et c'était aussi un chef militaire qui était capable de beaucoup de choses, du pire aussi. Et c'est illustré par cette fameuse conquête de la Gaule, on va le voir juste après. Il a concentré tous les pouvoirs entre ses mains. Hein. Il était un peu, voilà, un peu tous les pouvoirs pour lui très pas ambitieux, c'est pas le mot, mais bref. Il déconnait pas là-dessus. C'est devenu le symbole d'un pouvoir sans limite. Ben, c'est vrai, il est encore l'objet de débat même aujourd'hui. À l'époque, oui, et aujourd'hui encore. Il y en a qui disent que c'était un leader, qu'il a réussi à soulever les foules, que c'était un meneur de foule, et puis d'autres voient en lui un modèle de pouvoir autoritaire, une source d'inspiration pour les dictateurs modernes. Donc encore aujourd'hui, il y a des débats autour de Jules César. Donc bref, admiré ou détesté, en tout cas, il est resté une icône, nous dit Okapi, de la Rome antique. C'est vrai. Il serait le descendant de Vénus. Pourquoi? Alors sa famille affirmait descendre en ligne droite d'Énée, ce héros mythique de la guerre de Troie, considéré comme l'ancêtre des Romains, Énée, fils de Vénus. César se disait donc descendant de la déesse. Pas très modeste, tout ça, nous dit Okapi. Oui. En plus, voilà, je crois qu'il y a une expo sur Jules César en ce moment à Nîmes, qui justement nous explique le lien entre la figure d'empereur et la question des divinités et tout, qui est super intéressante. Je suis pas allée, mais j'ai vu sur le site du musée de Nîmes, et c'est super intéressant si vous voulez vous intéresser au sujet. Ouais, ça colle au personnage. Voilà, allez, descendant d'une déesse, carrément. Allez, pourquoi pas. Un petit encart qui nous explique le pourquoi du comment, pourquoi la civilisation romaine est en pleine expansion. Surtout que voilà, César c'était un grand conquérant avant tout, donc il va encore étendre toute cette domination romaine. Qu'est-ce qu'on apprend aussi? Ambitieux. Ah bah si, il utilise le mot, j'avais peur de ne pas utiliser le bon mot, mais si, Okapi l'utilise, donc tout va bien. Il accède, alors le jeune César accède rapidement aux plus hautes fonctions politiques à Rome, mais son appétit de pouvoir paraît insatiable, c'est vrai. Il a très très tôt le goût du pouvoir. À l'âge de 20 ans, il s'engage dans l'armée, il montre déjà des qualités de soldat. Mais c'est aussi un homme éloquent, et ça c'est hyper important pour un homme politique, encore maintenant, hein, vous savez qu'il y a des cours d'éloquence carrément. Voilà, ça se rapporte au discours, à l'art de bien parler, à l'art de convaincre aussi. Et pour ça, il faut un petit peu apprendre, hein, c'est pas toujours inné, hein, il y a des cours. Donc il décide d'aller perfectionner ses talents en Grèce, auprès d'un professeur réputé. Sur le chemin, première péripétie, et pas des moindres, il se fait enlever par des pirates. Et ça, je ne savais pas. Mais anecdote de folie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se fait enlever, mais lui, c'est pas comme s'il faisait copain-copain avec les pirates, mais presque, hein, quasiment. Alors, il estime que la rançon demandée est indigne... Ah, ça, c'est fou, ça. Il estime que la rançon demandée est indigne de son rang, et il insiste pour que ses ravisseurs l'augmentent. En gros, ok, vous demandez une rançon, mais moi, je mérite une rançon de folie, quoi. C'est ça que vous demandez pour moi? Non, mais vous déconnez, là, moi, je vaux plus que ça. En gros, c'est ça. Bon, le gars, il a un petit peu melon, vous l'avez compris. Et puis, il est en captivité pendant plus d'1 mois, il se comporte comme s'il était leur chef. Le gars, voilà, tu sais, enlevé, il devient leur chef, quoi. Il fait du sport avec eux, il leur lit des poèmes qu'il écrit, et tout en les traitant d'incultes. Quand il fait la sieste, il exige le silence, bref. Et il menace de se venger. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, parce qu'après, ils vont tous être exécutés, ces fameux pirates. Mais bon, ça montre bien un petit peu quelques traits de son caractère. De retour à Rome, il entame une carrière politique. Voilà, il organise des courses de chars, le théâtre aussi pour le peuple. Afin de se rendre populaire, il dépense aussi sans compter pour des jeux somptueux. Voilà, et se présente comme un protecteur du petit peuple de Rome. Voilà, donc il arrive même à se faire un peu apprécier du plus petit peuple, on va dire ça comme ça. À 30 ans, ça c'est de 20 à 30 ans, à 30 ans, il est envoyé gouverner pour gouverner une province en Espagne, mais il trépigne d'impatience. Il dit, mais moi j'ai 30 ans, mais en plus, souvent ils mouraient jeunes de façon tragique, donc 30 ans c'est un peu... c'est pas leur fin de leur vie, mais pas loin, quoi. Et là, il disait, mais j'ai 30 ans, ça ne va pas du tout. Parce que à mon âge, à 30 ans, Alexandre le Grand, par exemple, il avait déjà conquis le monde. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Que dalle. Donc, il est hyper impatient de conquérir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, voilà, ça commence sa conquête. Après,
conquêtes, on va le voir avec la Gaule, il est allé fort, quoi. Les pirates à l'époque, c'est ici, et ben les pirates c'était monnaie courante, en fait c'était carrément un fléau, ça pullulait, nous dit Okapi. On le voit d'ailleurs dans les Astérix, hein, il y a l'histoire de pirates aussi, je ne sais plus dans quel album, mais bref ils sont présents. Il faut savoir que Pompée, grand général et futur allié de César, parce qu'il savait très bien trouver les bons alliés aussi, César, parviendra cependant à les éliminer en quelques mois lors d'une campagne militaire. Souvent les alliés riches aussi, hein, faut pas déconner non plus, on choisit bien ses alliés. Ouais, et aussi, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, c'est juste après. Bah oui, sur ce côté conquérant, c'est que forcément, il rêve de marquer les esprits par des exploits militaires et il se tourne vers la Gaule, le vaste territoire qui englobe notamment la France et la Belgique actuelle, ainsi qu'une partie de la Suisse et de l'Allemagne. Mais, les Gaulois résistent quand même s'il y a plusieurs groupes, enfin, c'est pas le mot, mais bref, ils arrivent à résister. Les Gaulois s'unissent et se révoltent contre lui. Ils finissent par s'unir, hein, c'est ça. Mais César reprend l'avantage et pousse ses insurgés. Ça, c'est c'est où en Auvergne actuelle, je sais pas si je prononce bien, c'est ça. Et il pousse ses insurgés à se replier dans la ville fortifiée d'Alésia, voilà, en Bourgogne actuelle, que les légions assiègent pendant des semaines, jusqu'à ce que Vercingétorix se résigne à déposer les armes à ses pieds, voilà. Et c'est la Gaule entière qui devient romaine au prix de pillages, de destruction et de terribles massacres. Hein. C'est pas très funky ce qui s'est passé. Plus, sous César, c'est quoi? C'est des millions d'esclaves. Ben oui, la civilisation romaine reposait sur l'esclavage. Ouais. Par contre, parallèlement, César, c'est un homme de lettres. Il a marqué l'histoire en tant qu'écrivain. Et oui, il a raconté sa guerre des Gaules dans un ouvrage destiné à vanter ses exploits. C'est pas l'ouvrage le plus modeste du sort, il ne faut pas se mentir non plus. C'est un ouvrage sur lui, hein, avec ses exploits, sa grandeur, voilà. Et c'est aussi un ouvrage qui reste une référence pour les latinistes. Et oui, reconnu pour son éloquence, César a laissé des expressions latines fameuses. Ben oui, comme Veni, Vidi, Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Voilà. Encore sur Jules César, ben oui, mais en même temps, il a une vie passionnante. Quête d'un pouvoir sans limite. La tradition voulait qu'un général victorieux donne congé à ses soldats, mais lui il veut pas, il veut continuer à se battre, à étendre sa domination. Il hésite un moment quand même avant de reprendre sa décision, et finalement il va prononcer un voilà à la Jacques Taès, je crois que c'est ça. Oui, ça va toujours, Caronix. Est-ce que tu es allé manger entre temps? Parce que souvent hop tu pars, tu reviens, mais oui ça va toujours. Là on parle de Jules César qui était quand même un personnage pas modeste, ambitieux, écrivain, homme de lettres, conquérant, tout ça à la fois. Et avec cette fameuse phrase, hein, le sort en est jeté, il franchit le Rubicon, il se dirige vers Rome à la tête de ses légions, mais c'est un coup d'État. Rome plonge dans une guerre civile, voilà. Pompée, hein, c'était son allié, hein, mobilise son armée. Ah, c'était pas son allié, c'était son allié. Son allié qui s'est retourné. Je suis en train de réfléchir. Mais j'ai pas tout suivi, je crois. Hein. Bref, son armée contre César et oppose... Ah oui, son ancien allié. Ouais, allié, puis allié. Oui, c'est ça. Je me suis dit, mince, j'ai pu être suivi, mais oui, c'est ça. Heureusement, ce que j'avais en tête, c'était encore à peu près juste. Des pâtes encore, Caronix. Tu vois quand même. Est-ce qu'il y a pas un petit peu de... Là, on parle de Jules César et tout. Un peu de ça, hein, un peu de l'Italie en toi, Caronix. Bref, une résistance féroce finalement écrasée en Grèce. Alors il s'enfuit en Égypte où il va rencontrer qui? Cléopâtre. Mais oui, Cléopâtre. Il va vivre une aventure avec la reine Cléopâtre. Il l'aide à accéder au trône et cette liaison n'est pas seulement une amourette de voyage. Ben non, c'est plus que ça. Moi je dis le sou en est jeté et je prends la pièce. Merci Caronix. Bref, après il revient à Rome et il est déclaré maître incontesté de la cité, couvert d'honneur, il dispose de tous les pouvoirs. Une façade légale est maintenue parce qu'officiellement il gouverne encore la République romaine. Et il est soupçonné de quoi? De vouloir se faire couronner roi. Et là c'est impossible. Donc quand il se passe quelque chose comme ça, d'inacceptable, et ben en général on assassine les empereurs.
Il y a peu d'empereurs d'ailleurs qui sont morts de mort naturelle. Hein. Souvent c'est des trucs sanglants, c'est des complots, c'est des massacres. Et c'est un peu ce qui s'est passé lors d'une séance au Sénat. Il est criblé de coups de couteau par une poignée de défenseurs de la République hostiles à la royauté. Voilà, Brutus, que César considérait comme un fils, se trouve parmi eux. Trahison, trahison totale. Voilà, là le chat il se superpose. Je suis désolée pour le bug. Il faudrait que je règle tout ça. Ben voilà, fin tragique. J'ai envie de dire souvent fin tragique pour les dictateurs. Hein, c'est ça. Allez, juste pour finir, quelques petites infos comme ci, comme ça. La superstition romaine, ben oui, parce que les Romains étaient attentifs aux présages. César aussi. En fait, j'ai peut-être 2 boîtes de chat comme ça. Je sais pas pourquoi ça se... Ouais, j'ai 2 boîtes de chat. Je vais en enlever une. Attention, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça va mieux comme ça. Et ils étaient attentifs aux présages. Et César aussi. C'était un signe des dieux, la vision d'un homme de grande taille traversant le fleuve en jouant de la trompette, qui l'aurait encouragé à franchir le Rubicon. On raconte que la veille de sa mort, son épouse Calpurnia fit un rêve prémonitoire, mais cette fois César serait resté sourd à la mise en garde. Dommage, dommage. Tellement rapide à écrire que je me dédouble. Ben ouais, voilà. C'est... Voilà. On a Caronix en dos, mais là, tout va mieux. Retour à la normale. Bref, il a marqué la mémoire universelle Jules César. Un mois du calendrier réformé quelque temps avant sa mort a été nommé d'après lui. Il s'agit de juillet. Et oui, qui existe toujours. De Shakespeare à Astérix, son histoire a inspiré une multitude d'œuvres littéraires, de peintures. C'est aussi une figure politique controversée qui n'aura reculé devant aucune manœuvre pour accaparer tous les pouvoirs et assouvir ses rêves de conquête. Voilà, mais quelle vie, quelle histoire. Ça m'étonne pas qu'il y ait tellement d'œuvres de fiction autour de ce personnage-là, parce que franchement, voilà, fascinant quand même. Faut pas se mentir, il était complètement fascinant. Voilà pour ce live, il se termine. Un peu improvisé hein, quand même encore aujourd'hui, un peu bricolé, je l'avoue. Mais merci de toute façon pour votre bienveillance, vous êtes trop sympa. Et puis on se retrouve lundi. Moi ce week-end je vais pas chômer. Je vais essayer de tourner ma première vidéo YouTube, mon premier conseil culturel qui sera dispo sur ma chaîne YouTube. Mais je vais essayer de faire ça avec un petit montage un peu dynamique, un peu punchy. Je vais être aidée de ma fille à la technique, puisque je suis sûre qu'elle a plein d'idées. En plus, elle maîtrise les logiciels mieux que moi. Enfin, voilà. Donc, j'espère que ça va donner quelque chose de sympa. Et ben, je vous en reparlerai. En tout cas, moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle émission consacrée à la culture, à l'actualité culturelle. Merci beaucoup, c'est Swannote, et aux autres aussi, bien sûr, d'avoir été là et de m'avoir écouté avec tant de bienveillance et de patience. Merci beaucoup. Je vous retrouve lundi. Bon week-end à tous. Bye bye.